Bienvenue dans Parlons Terroir, je suis Philippe Ligron et je vous amène à la découverte de nos producteurs locaux. Alors si vous aimez ça, suivez-moi. Bonjour à tous, nouvelle rencontre Parlons Terroir aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous sommes à Thiran, nous sommes en compagnie de Jonas Porcher. Nous allons rencontrer cette personne, savoir ce qu'il fait, qui il est et comment c'est bon. Voilà, je suis très heureux de te rencontrer. Salut Jonas. Salut Philippe. Alors Jonas, on est où ici? Bon, on est à Thiran, mais où à Thiran? Alors ici à Thiran, on est chez Kevin Forestier, qui est l'agriculteur avec qui je collabore pour l'élevage et l'engraissement de mon bétail. Parce que tu fais du bétail uniquement ou est-ce que tu fais autre chose avec? Alors j'ai également sur mon exploitation agricole des grandes cultures et des fourrages qui sont destinés justement pour ce bétail. Alors je t'invite à me présenter un peu l'endroit où on se trouve. On va bouger un peu, hein. Je crois qu'on va partir après un peu plus loin. On va aller où après? Après on va se déplacer à Carouge, sur le lieu de la boucherie. Carouge-Vaux, hein, Carouge-Vaux, exactement, Carouge, hein. Où nous valorisons justement l'ensemble de notre bétail par la transformation des produits carnés et ensuite sa commercialisation. C'est important maintenant de valoriser les produits qu'on va réaliser. Je veux dire, avant, un paysan, il faisait du lait ou il faisait de la viande et puis après, une fois que c'était à maturité, il passait à autre chose. Maintenant, il faut vraiment être jusqu'au bout de la filière. Alors de plus en plus, à mon avis, après c'était dans un premier temps un but personnel, vraiment de maîtriser mon produit du début à la fin. Donc de l'élevage, ensuite sa transformation et pour finir aller vers le consommateur pour sa commercialisation. À savoir que dans notre système, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de connaissances aussi diverses et variées, mais ça nous permet de travailler de manière autonome et puis d'être absolument pas dépendant des grands distributeurs aussi et de vraiment avoir une qualité de produit final qu'on recherche et puis des prix et des marges qui correspondent à nos attentes et à notre réel travail. Ouais, mais tu dis que ça prend du temps, mais une fois que tes animaux mangent, toi pendant ce temps, tu peux te la dorer au soleil, non? Pas tout à fait, ouais. Pas tout à fait. C'est vrai que ce qui demande beaucoup de temps, c'est qu'il y a déjà toute la partie agricole, donc la production de fourrage pour le bétail, le suivi des cultures, leur récolte, et puis le soin au bétail aussi qui est journalier, 2 fois par jour et toute l'année. Là, il y a 2 grosses bébêtes qui nous regardent. Je ne parle pas de l'ingénieur du son, mais je parle qui nous accompagne. Mais de ces 2 animaux, de quoi il s'agit exactement? Parce qu'on n'a pas l'image là, on est en podcast audio. Donc raconte-nous un peu de quoi il s'agit. Exactement. Alors nous, on a décidé de travailler uniquement avec des races à viande pour la qualité justement de notre produit fini. On travaille actuellement avec 2 races principales. Pour ma part, la race Salers, une race originaire du Cantal en France. Et pour Kevin Forestier avec la race Angus. Ok, alors l'Angus, c'est cette race noire qui est une race qui a été même, je crois, croisée avec l'Aberdeen Angus. Hein. Il y a eu un croisement qui a été fait. Donc plutôt, si on remet un petit peu tout dans le contexte, à l'origine de la sédentarisation de l'homme, hein, on est au néolithique, il y avait une seule race de bovins qui s'appelait l'auroch et après l'homme a commencé à sélectionner des bovins en fonction de leur production de viande ou de leur production de lait. La race Angus est plutôt une race à viande, c'est ça? Les 2 races qui se trouvent sur notre exploitation sont des races plutôt effectivement à viande. L'Angus principalement, elle a été sélectionnée pour ça. Elle a été aussi sélectionnée génétiquement sans cornes pour la facilité de la garde et éviter les risques avec l'élevage. La Salers, c'est autre chose, elle a les cornes. Elle est aussi utilisée, notamment en France, pour la production de fromage. Ça sert à quoi les cornes? On ne va pas se lancer dans le débat, je crois qu'il y a eu une grosse polémique il y a quelques années. Mais pour vous, ça change quoi, vous qui êtes agriculteur et éleveur surtout? Alors, moi personnellement, j'aime bien le bétail avec les cornes. Donc, c'est une question d'image et de plaisir. Après, c'est sûr qu'en termes de travail, c'est quand même relativement plus dangereux. Donc, il y a des risques à prendre en compte. Et puis, c'est aussi au niveau de l'installation et du bâtiment, des adaptations à faire pour éviter les accidents. Et puis aussi ne pas mélanger des groupes de vaches avec ou sans cornes. C'est simplement au niveau du travail des adaptations à apporter. C'est pour ça que tu as une cape rouge en permanence avec toi, c'est pour faire le matador quand l'animal s'énerve. Exactement, ça c'est pour le week-end. Ouais. Super. Alors donc toi tu as tes élevages de bovins, on va voir ensuite la suite de la filière. Mais maintenant ici pour ton travail, ça consiste en quoi concrètement? Alors ici, le travail principal sur la période d'hiver notamment, c'est s'occuper du bétail, donc affourager, tenir propre, nettoyer les aires d'affouragement ou de couche, les zones extérieures également.
Et puis surveiller le bétail, surveiller aussi l'état de santé, notamment des veaux quand les mères sont là. Durant la période d'été, les mères sont à la montagne. Et puis sur la période d'hiver, tout est regroupé dans les écuries ici. Les mères avec les petits. Les mères avec les petits veaux. Donc exactement. c'est des veaux sous la mer, ce qu'on appelle. Nous, on travaille exactement dans le système de vache allaitante pour aussi maîtriser notre produit, comme je le disais avant, de A à Z, donc de la naissance de l'animal, on va dire, à l'assiette. Les vaches mères sont effectivement détenues ici durant l'hiver et à la montagne l'été. Ensuite, les veaux, à l'âge de 8-9 mois, selon leur engraissement, sont séparés des mères pour être engraissés et puis atteindre, on va dire, la qualité de carcasse et le poids souhaité pour la boucherie derrière. Ces critères, hein, ces choses que tu t'imposes au niveau de l'élevage, au niveau de l'engraissement, au niveau de tout ce processus de production d'une viande optimale, ça répond à des critères de label. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Hein, tu es labellisé. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu de quoi il s'agit ? Exactement. Alors, moi, sur l'exploitation, je suis labellisé en bio suisse Bourgeon. Donc, c'est un label de qualité avec un cahier des charges extrêmement restrictif et intéressant, de mon point de vue, pour notamment le bien-être animal. Il est aussi intéressant au niveau des cultures, dans le sens où on renonce à l'utilisation des produits phytosanitaires, mais beaucoup de nouvelles techniques sont là pour essayer de quand même maintenir une production intéressante. Étant donné que moi, l'ensemble de mes cultures sont valorisées par le bétail, c'est un peu plus facile pour moi d'être dans ce label. Peut-être que si j'étais dans une région forte productrice en céréales, aussi une des raisons de ce choix. Et pour moi, ce qui est primordial et très important, c'est vraiment le bien-être animal, la qualité de détention, et puis les normes bio qui sont à ce niveau-là, au niveau par exemple de la place qui a besoin dans les bâtiments, par rapport aux sorties, par rapport à la qualité aussi des couches et autres, est plus restrictive, donc meilleur pour le bétail de mon point de vue. Donc le bien-être d'un animal, pour toi, ça ne signifie pas de leur mettre un écran plasma dans l'écurie avec un canapé en cuir, avec de la moquette par terre. C'est pas ça le bien-être d'un animal. C'est quoi pour toi le bien-être d'un animal ? C'est au niveau de la surface au sol, du nombre d'animaux par mètre carré. Ça consiste en quoi exactement ? Alors pour le bien-être animal, il y a beaucoup de critères à prendre en compte, notamment le climat d'étable, donc l'aération, la lumière, la température. On doit être attentif à la qualité de la couche, à la propreté des couches également, aux approvisionnements en eau, la qualité de l'eau, la qualité des fourrages. On peut le voir ici, enfin on peut pas le voir, mais sur. Alors on peut pas le voir, mais on peut l'expliquer, on peut le démontrer. Donc juste décrypter l'histoire. Donc là nous sommes en audio bien évidemment, vous n'avez pas l'image. Donc nous sommes dans une grande étable, très propre. Hein. Je sais pas si c'est parce qu'on venait que tu as fait le ménage, mais je pense pas. Et puis surtout très aéré. On voit qu'il y a peu d'animaux en cette période, puisque nous enregistrons pendant une période assez estivale. Tes animaux là, ils sont en train de partir en vacances en fait. Alors, ils sont au bord de la mer. Les animaux sont effectivement soit à la pâture. Chose qui est une obligation aussi, même pour les groupes destinés pour la viande d'engraissement, sont obligés de pâturer, soit à la montagne, donc en plein air, donc les conditions plus ou moins idéales, selon les possibilités avec la météo et les températures. Et puis ici, cette écurie, elle est très spacieuse, très volumineuse, donc il y a beaucoup de circulation d'air, il n'y a pas de courant d'air non plus, car on peut le bâtiment est orienté de sorte à éviter ça. La température est idéale, elle peut s'adapter aussi selon les périodes de l'année. Et puis il y a du fourrage à disposition en libre service, du fourrage de qualité qui est produit directement par moi ou Kevin. Et puis la couche est propre et il y a un accès en permanence à la zone de sortie. Donc pour moi c'est une qualité de vie pour les animaux. On voit ils sont très tranquilles, ils sont calmes. Donc c'est aussi des signes qui font plaisir à voir en tant qu'éleveur. Alors rappelons-le, nous sommes en ta compagnie, Jonas Porcher, attirant, hein, éleveur, producteur, transformateur aussi de viande. On va le voir tout de suite après parce que nous allons nous déplacer à Carouge-Vaud. Ici, concrètement, tu es pris combien de mois par année ? Alors justement, moi, dans l'organisation du travail, pour pouvoir maîtriser mon produit de A à Z, j'ai dû un peu réadapter mon rythme de travail et de vie, on dira. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, je passe moins de temps avec le bétail. C'est pour ça que je collabore avec Kevin Forestier, qui lui s'occupe principalement durant l'ensemble de l'année du bétail.
Mais je passe du temps ici pour venir voir les animaux, pour venir les prendre pour la boucherie, les sélectionner aussi, pour amener le fourrage. Donc ça me prend quand même relativement un peu de temps sur l'année, mais en comparaison avec mon activité à la boucherie ou pour la vente de nos produits, beaucoup moins. Jonas Porcher, on arrive comment à faire un métier tel que le tien? C'est par passion ou est-ce qu'il y a une tradition? Alors, il y a énormément de passion, à mon avis. Il y a aussi l'entourage, bien sûr, familial qui a fait que quand on est là-dedans, ben, on a plus tendance à y venir plus tard. Ça dépend aussi au jour d'aujourd'hui, les situations et les envies. Mais personnellement, moi, ça a toujours été une passion depuis tout petit, une envie de travailler avec des animaux dans les champs, avec des machines, faire du fourrage, mais également en grandissant et en avançant avec le temps, de vraiment maîtriser mon produit pour l'amener jusqu'au consommateur et pouvoir expliquer au consommateur qu'est-ce que je fais, comment je le fais et pourquoi je les encourage à consommer chez moi plutôt qu'ailleurs. Quand on est jeune comme toi, Jonas Porcher, attirant, quand on se projette comme ça, quand on se voit dans l'avenir, on se voit comme nos anciens le faisaient, c'est-à-dire jusqu'à la fin de sa vie professionnelle, ou est-ce que toi, tu te dis, moi je vais déjà viser à 10 ans enfin, du moyen terme et 20 ans à long terme, on ne se voit pas dans le même métier jusqu'à la fin de sa vie professionnelle ou pas? Alors, je pense que de manière globale, dans le milieu agricole, on se voit en général quand même toute sa vie dans ce milieu-là ou proche de ce milieu-là. À titre personnel, moi j'ai effectivement fait le choix de développer beaucoup de choses jeune, tôt, pour mettre en place une structure qui me permet de vivre toute ma vie dans ce secteur agroalimentaire et puis de pouvoir aussi remettre quelque chose plus tard à mes descendants. Donc tu es jeune, Jonas, rappelons-le, peut-être on peut dire ton âge? 25 ans, oui. 25 ans. Est-ce que depuis que tu as commencé le métier il y a quelques années, est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont changé, des orientations que tu as dû modifier malgré ton jeune âge? Alors bien sûr, le métier d'agriculteur évolue constamment, notamment par la politique agricole qui nous est changée relativement régulièrement, en général tous les 4 à 5 ans, ou ça dépend selon les périodes. Il y a aussi la vision de la société, il y a aussi les dernières initiatives qu'on a connues qui ont impacté, on va dire, nos choix ou nos programmes à respecter. Et puis après, il y a les envies des consommateurs, l'intérêt peut-être aussi par rapport à la consommation locale et à la vente directe qui fait évoluer le métier. Donc oui, même depuis 10 ans que j'ai commencé l'apprentissage, il y a des choses ça évolue constamment. Tu parlais des consommateurs, c'est très intéressant parce que c'est en grande majorité ceux qui vont nous écouter au travers de ces podcasts. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces consommateurs par rapport à tes produits? Alors qui sont les meilleurs j'imagine, mais quelle est la plus-value de consommer tes produits plutôt que d'autres un peu plus standards? Alors je dirais que la plus grande plus-value avec mes produits, c'est qu'on soutient une économie, un commerce local, avec des animaux qui sont élevés dans le canton de Vaud, abattus exactement dans le canton de Vaud, transformés et commercialisés sur un rayon de 15 à 20 km, avec une maîtrise des fourrages, une maîtrise de la qualité des produits finaux. Excuse-moi, je te coupe, ça veut dire quoi une maîtrise des fourrages? Parce que pas tout le monde habite à la campagne, une maîtrise des fourrages, c'est quand même un peu la maîtrise des productions des fourrages. Donc nous, fourrage, on le rappelle, c'est la nourriture des animaux. La nourriture des animaux, exactement. Avec ici sur mon exploitation, j'arrive à être autonome dans cette production de nourriture pour mes animaux. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'importer de l'extérieur ou de l'étranger d'autres aliments. D'une manière générale, la Suisse est autonome en termes de fourrage ou est-ce qu'on doit importer? On doit quand même en importer un peu. Après, ça dépend le type de production, mais on est à un taux d'auto-approvisionnement relativement haut quand même. Donc rappelons-le, hein, Jonas Porcher, toi tu es labellisé bio, ça veut dire que ton fourrage de facto est bio. Est-ce que c'est plus compliqué que travailler en conventionnel? Pour le fourrage, je dirais qu'il n'y a pas une différence énorme, à part le suivi des mauvaises herbes. Après, c'est plutôt pour les cultures où là, effectivement, il y a une grande différence entre la production biologique et la production conventionnelle, avec une diminution de rendement quand même assez importante en bio, une lutte contre les mauvaises herbes plus difficile, et puis une gestion aussi des maladies ou des ravageurs selon les cultures qui peut s'avérer très compliquée en bio. Mais l'évolution des techniques, l'évolution des machines nous permet aussi d'avoir de bonnes perspectives quand même pour l'avenir.
On part quand même dans cette direction du respect de l'environnement, qu'on soit bio ou pas. J'ai un peu l'impression que les consciences se réveillent, qu'on commence à se poser des questions, même nous, consommateurs, qui sommes peut-être actuellement en train d'écouter ce podcast assis dans le métro ou dans les transports en commun, peu importe. On commence de plus en plus à se dire, mais finalement, la viande bio peut-être a une plus-value par rapport à une viande plus conventionnelle. Alors, de mon point de vue, et ça, je reviens un peu aussi sur les débats qu'on a eus là, durant le printemps avec les initiatives, je suis le premier à mettre en avant vraiment notre agriculture suisse dans un premier temps, car au moins les consommateurs qui la privilégient savent ce qu'ils vont manger, parce qu'on a des normes extrêmement strictes, que ce soit au niveau de la détention des animaux, au niveau de l'utilisation des produits phytosanitaires. On a une qualité de produit final qui est très intéressante. Effectivement, on a un label qui se démarque avec le bio Bourgeon, dans lequel je fais partie. Mais je suis dans un premier temps à encourager d'abord le consommateur à aller vers les produits suisses, et si possible avec des circuits les plus courts possibles, que ça soit chez les bouchers ou chez les paysans qui font la vente directe. Jonas, donc on va faire un peu la marche en avant du produit que tu réalises ici. Donc c'est de la viande avec des veaux sous la mer, tu es en bio, tu travailles dans cette dynamique-là. Est-ce que pour toi ça a une importance de suivre jusqu'au bout de la chaîne, c'est-à-dire presque, j'ai envie de dire, depuis l'étal jusqu'à l'étal du boucher? Alors pour moi c'est vraiment important, c'est aussi pour ça que j'ai commencé à travailler un peu aussi en boucherie pour pouvoir travailler ce produit-là. C'est important pour moi pour savoir comment mes animaux sont traités lors de la phase d'abattage typiquement, pour savoir comment ils vont être transformés, et puis surtout pour pouvoir avoir des prix de vente qui me permettent de vivre et qui soient justes et équitables par rapport à mon travail. C'est marrant parce que à t'écouter comme ça me fait penser, j'enseigne aussi à l'école d'agriculture à Agrilogie, à Grange-Vernay, un programme qui s'appelle Patente en valorisation des produits fermiers, et le public, en fait, j'ai envie de dire, mes élèves qui sont dans cette formation sont essentiellement des agriculteurs qui viennent apprendre les techniques de maturation de la viande, de découpage de la viande. Alors je parle pas du fromage, j'en ai à chair de poule d'en parler parce que c'est un domaine qui me tient énormément à cœur. Ça veut dire que le métier d'agriculteur devient de plus en plus étoffé, de plus en plus responsable en fait. Alors ça complètement, je pense que c'est important. Après, dans ma vision des choses et puis dans ce qui s'est passé aussi dans mon cas, où maintenant ça fait 3 ans que je valorise mon bétail en vente directe, donc ça veut dire que ce sont pratiquement pas d'intermédiaire donc entre le producteur et le consommateur. Cependant, au bout d'un moment, quand on veut se développer un peu plus pour valoriser peut-être plus aussi de ces surfaces dans un circuit autonome et court, on est obligé d'avoir des transformateurs, des professionnels, des structures adaptées pour notamment respecter les normes qui sont de plus en plus restrictives et de plus en plus adaptées par rapport à l'industrie, et des fois difficiles à adapter pour nous, comme un petit abattoir communal qu'on verra, dont on parlera tout à l'heure. Mais effectivement, c'est très important d'aller dans ce sens-là, de connaître son produit, de le maîtriser pour le mettre en avant et le proposer aux consommateurs. Ouais. Une dernière question avant de partir rejoindre Vincent Jourdan, ton associé pour la transformation de tes produits, de ta viande. On pourrait dire que les labels t'ont apporté une sérénité quant à la qualité, moins de quantité, mais plus de qualité? Alors ça, au niveau de la viande, je dirais que ça, sur les marchés, par exemple, le marché de la Riponne sur lequel on est présent. Riponne à Lausanne, rappelons-le, pour ceux qui nous écoutent un peu plus loin. Exactement, ou le marché du Parc de Milan qui est également à Lausanne. Il y a un intérêt fort pour le label Bio Bourgeon et pour une viande de ce label. Après, de mon point de vue, de maîtriser toutes les étapes de la chaîne et d'avoir un concept local fort, avec aussi un abattoir communal et puis des points de vente dans notre région, c'est quelque chose qui est des fois encore plus fort que le label en soi. On va voir Vincent. Ouais, on y va, avec plaisir. Allez, je te suis. Sans transition, par la magie de la radio et du son, nous nous retrouvons ici à Carouge-Vaud, rappelons-le, dans un endroit si particulier, dans un abattoir qui est situé au milieu du village, entre la chapelle et le cimetière. C'est une volonté, ça Alors, c'est pas une volonté. La volonté était de reprendre une petite structure locale au plus proche de l'écurie de nos bovins pour limiter justement le transport des bêtes et puis, comme je l'expliquais avant, maîtriser
cette étape qui est la transformation du produit. Alors, nous sommes ici en compagnie de ton cousin, je crois que c'est une affaire de famille. Rappelons-le, nous sommes à Carouge, au milieu de l'abattoir, et nous sommes avec toi. Vincent, rappelle-nous peut-être qui tu es. Alors bonjour, oui, moi c'est Vincent Jourdan, responsable de l'abattoir de Carouge. Dis-nous peut-être directement quel est ton parcours pour pouvoir exploiter un abattoir. Et Dieu sait si maintenant on vit dans un monde où tout devient aseptisé, tout devient réglementé et contrôlé. C'est assez insolite d'avoir ce petit abattoir. Moi, j'ai l'impression d'être revenu 30 ans en arrière, à l'époque où chaque village avait son abattoir. Comment ça se fait que tu es arrivé là? Alors pour moi, je dirais que la viande a toujours été un plaisir et puis une passion. Ça fait 15 ans que je travaille à côté de mon activité professionnelle dans ces locaux. Parce que tu n'es pas boucher de formation? Je ne suis pas boucher de formation, je suis ingénieur en agroalimentaire. Mais non. Exactement. Et puis, donc, tu as épousé ce métier de boucher. Et comment on dit? On dit un boucher abatteur? C'est quelqu'un qui abat l'animal? Oui, un abatteur. Pour nous, c'est plutôt des tchakaillons. C'est un peu le tueur de cochons dans les villages. Les tchakailleurs? Les tchakaillons. Les tchakaillons. Ok, d'accord. Et donc, toi, tu es arrivé comment? Alors, tu as fait des études dans l'agroalimentaire, ingénieur, c'est quand même pas rien comme parcours. Et qu'est-ce qui a fait que tu as quitté ce monde qui, quand même, t'ouvrait la voie royale sur un métier grassement payé, avec des horaires assez allégés, et tu te retrouves tchakailleur? Voilà, alors comme je l'ai dit avant, c'est vraiment une passion. Donc, on est dans un petit abattoir communal qui était géré avant principalement par la commune. Et avec l'évolution des normes alimentaires, d'hygiène, on a vu qu'il avait fallu repenser le concept. Et c'est là que j'ai repris il y a 2 ans la gestion de l'abattoir. On a dû vraiment changer un peu les façons de travailler, revoir un petit peu la structure du bâtiment. Ouais, mais c'est du masochisme ce que tu fais, Vincent. Un jour où on nous dit maintenant la grille elle fait pas les 15 cm, elle doit en faire 15 et ce genre de choses. On est vraiment tatillon maintenant. Ce sont des normes qui sont presque, à mon avis, même européennes, hein, j'en sais rien, quoique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on prend ce métier-là, on s'expose à ce genre de choses. On est vraiment dans un métier de fou, là. Bien sûr, après les normes, elles sont, je dirais, imposées par l'industrie. On doit vraiment respecter les mêmes normes que l'industrie. Et là, on a dû mettre en place des plans HACCP, des autocontrôles. Alors HACCP, rappelons-le, Hazard Analysis Critical Control Point, qui signifie qu'on va mettre en place des normes d'hygiène et de contrôle d'hygiène à toutes les étapes du processus de fabrication, c'est ça? Exactement, le but c'est vraiment de maîtriser l'hygiène et la qualité du produit final. On ne devient pas un peu fou avec ça? J'entends maintenant, j'ai l'impression qu'on aseptise tout au risque pour éviter d'avoir le risque de se prendre un procès sur la tête. On n'est pas en train de marcher sur la tête, justement? Alors, on va peut-être un peu loin, c'est clair, mais je pense que c'est aussi la société qui veut ça, et le consommateur aujourd'hui qui veut toujours un produit de qualité et qui se conserve longtemps. Vincent, encore une question. On sait que maintenant, c'est la rentabilité qui fait foi, c'est la productivité. Ici, on n'abat pas comme dans un abattoir industriel. Est-ce qu'on est rentable dans un petit abattoir tel que celui-ci? Alors, bien sûr que non. Le petit abattoir a des coûts bien plus élevés qu'en industrie. Mais nous, notre concept, c'est vraiment de garder une production locale avec des animaux qui viennent de la région. On a des temps de trajet de moins de 15 minutes entre l'élevage et l'abattoir. Vincent, toi qui travailles dans cet abattoir, est-ce que tu as pu aller dans d'autres abattoirs plus industriels, plus astronomiques, qui misent sur la quantité, peut-être au détriment de la qualité, quoique c'est pas sûr. Mais est-ce qu'il y a une différence fondamentale au niveau de la qualité de la viande dans un petit abattoir tel que celui-ci par rapport à un gros? Alors, pour répondre à la question, oui, j'ai déjà pu aller dans des grands abattoirs industriels et la façon de travailler est complètement différente. Ici, on est beaucoup plus calme, on a le temps de faire les choses, on n'a pas de pression derrière. Et ça se ressent bien sûr dans la qualité de la viande, avec des animaux qui ne sont pas stressés. La qualité de la viande s'en ressent vraiment. Oui. Alors peut-être rappelons-le à ceux qui nous écoutent, hein, c'est quoi le stress chez l'animal qui va être abattu? C'est peut-être le fait que l'animal, comme il est stressé, se contracte, donc ses muscles gardent plus de gaz carbonique qui va obliger une maturation beaucoup plus rapide, hein, c'est-à-dire ce glycogène contenu dans la viande va se transformer beaucoup plus rapidement en acide lactique, donc on risque de se retrouver avec une viande qui sera PSE pour le viande, c'est-à-dire pas le soft exudatif, c'est ça, c'est-à-dire que la viande risque d'être de moins bonne qualité si l'animal est stressé. Je suis content, j'ai impressionné tout le monde avec mon savoir. Alors effectivement, le stress
dû au transport et au déchargement lors de l'abattage, va occasionner une augmentation de pH de la viande. Et cela va se ressentir sur la qualité finale. C'est quoi le bien-être de l'animal? Parce que c'est important d'appuyer où ça fait mal. Parce que maintenant, on vit dans un monde où on a beaucoup humanisé notre alimentation, où on donne un prénom, Riri, Fifi et Lolo, à tous les animaux qu'on peut avoir. Mais ça, c'est le danger d'humaniser un peu trop, c'est-à-dire qu'on les personnalise trop. Et après, on est un peu tout traumatisé quand on se dit « Ah, mais il faut les manger maintenant ». C'est quoi respecter un animal pour toi? Alors, bien sûr, au niveau de l'abattage, je dirais que nous, c'est vraiment que l'animal puisse être déchargé tranquillement, qu'il ne se rende pas forcément compte où il va. Et je pense aussi les personnes qui travaillent, c'est aussi le savoir-faire du boucher, de ne pas transmettre de stress à l'animal. Est-ce que c'est aussi l'étourdir avant de l'abattre? On sait qu'un animal doit être... Parlons de ces choses-là, ces choses taboues, mais je pense que c'est important pour le consommateur de réaliser un peu dans quel monde on vit. Un animal la viande, qui était un animal avant, a dû être égorgé parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de sang par rapport à ce CO2 dont on a parlé juste avant. Est-ce que c'est important, la manière dont on abat l'animal? Ça, c'est aussi le respect de l'animal? Bien sûr, le respect passe dans l'abattage par un étourdissement qui va mettre l'animal dans un état d'inconscience. Ensuite, on va procéder à la saignée, où là, on va vraiment créer la mort de l'animal. Et bien sûr, tout ça sans douleur, parce que c'est l'étourdissement qui va... Qui va empêcher la douleur chez l'animal, peut-être. Exactement. Par rapport à ça, le respect de l'animal, est-ce que c'est aussi de tout utiliser dans l'animal? Au jour d'aujourd'hui, on a l'impression qu'un bœuf, c'est un aloyau monté sur pattes, c'est-à-dire le dos du bœuf, où il n'y a que le filet, le contre-filet, le rumsteak. Est-ce que c'est important aussi de dire aux gens que respecter un animal, c'est aussi de tout consommer? D'où peut-être un retour à ces vieilles recettes traditionnelles, rurales qu'on avait avant, telles que peut-être certaines que tu préfères? Bien sûr, je pense que de consommer tout l'animal, c'est le premier respect qu'on lui doit. On devrait aussi réapprendre, je pense, à cuisiner, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas cuisiner certains morceaux. C'est peut-être aussi quelque chose à mettre en avant dans l'éducation de nos enfants. Alors, on va voir qui est le cuisinier chez Vincent. C'est quoi pour toi les morceaux que tu as envie de respecter dans l'animal et qui sont peut-être pas souvent assez respectés parce que souvent jetés? Alors, on voit aujourd'hui, je dirais par exemple le ragoût. Les gens ne veulent plus forcément manger du ragoût. Les abats aussi. Les abats, bien sûr. Tu aimes ça, les abats? Moi, j'adore ça. T'adores ça? Qu'est-ce qu'il y a comme abat chez l'animal? Chez le bœuf, par exemple? Chez le bœuf, il y a les rognons. C'est ce que je préfère. Le foie? Le riz de veau, très peu connu, mais excellent. Le foie aussi? Le foie, le cœur. Il y a quoi encore? Il y a les tripes, dont on parle très peu. Les tripes aussi. Alors, c'est vrai que ça, c'est pas forcément dans nos coutumes, les tripes, mais... Ouais, enfin, en tout cas, il y a les tripes de la Baronne à Moudon, à Lucent, pardon, chaque année, qui font fureur, c'est le cas de le dire. C'est important de retrouver ces vieilles recettes traditionnelles, d'autant plus que c'est le cuisinier qui parle. C'est bon pour la santé, il y a très peu de graisse, il y a beaucoup de fer, il y a beaucoup de produits, de nutriments dont on a besoin pour la santé humaine. Exactement, oui, comme vous l'avez dit, riche en fer et puis plein de vitamines. Je pense qu'il faut remettre en avant ces produits. Et puis faire la promotion. C'est important. Alors justement, je saisis la perche au vol parce qu'il n'y a pas que l'abattoir ici. Il y a une remorque toute équipée jour à viande, une petite boucherie, mobile, itinérante. C'est important quand on a un client en face de soi de lui dire « Mais ma petite dame, il n'y a pas que le filet dans le bœuf. Mangez peut-être une bonne joue de bœuf brisée et vous verrez le goût que ça a. » C'est important, ça, ça fait partie un peu du cahier des charges du boucher que tu es, d'aller plus loin que d'abattre un animal, préparer la viande, mais aussi conseiller les clients, les guider dans ce respect de l'animal en consommant tout. Oui, exactement. Donc notre concept, c'est justement de valoriser, de maîtriser la chaîne de l'élevage à l'abattage jusqu'à la vente. Et de se rendre sur les marchés, d'avoir le contact direct avec le consommateur est vraiment un plus, où on peut leur expliquer comment se passe le processus, leur donner des conseils, des recettes, et des choses comme ça. Justement, en parlant de clients, il y a un produit qui vient de sortir de la chambre froide, monté sur rail, un demi-cochon. Un demi-cochon, ça consiste en quoi? On a le jambon derrière, on a ce qu'on appelle le jambon de devant, l'épaule. Il y a aussi le carré, mais il y a aussi le cou. Un coup de porc, ça devient un peu des produits de tendance. Alors les coups de porc, oui, alors c'est quelque chose qu'on peut bien valoriser avec les broches, avec tranches de porc en grillade par exemple.
C'est vrai que c'est des produits qui marchent bien l'été. Il y a des demandes des clients, toi qui es sur le terrain, qui est dans ta remorque, auprès du public, hein, oui, puis des consommateurs. Tu sens maintenant qu'il y a de plus en plus d'autres attentes de la part de ta clientèle, ou est-ce que ça reste borné et on reste sur le filet mignon et ce genre de choses? Alors on voit quand même que les gens ont une tendance à manger que plutôt les bons morceaux. Et on voit aujourd'hui, on doit aussi adapter un petit peu les recettes et comment on va transformer le produit. On vend peut-être plus de burgers ou de petites saucisses pour les grillades, quelque chose qui se faisait moins avant. Les saucisses, on les enveloppe dans quoi? C'est aussi intéressant de le rappeler, hein. Alors les saucisses sont enveloppées dans un boyau de porc, c'est-à-dire l'intestin qui a été vidé, nettoyé. Alors vider, nettoyer pour un intestin, c'est très très compliqué, hein. Je crois même que peu de gens le font. Pourquoi? Parce qu'il y a des risques bactériologiques quand même assez conséquents. Exactement, c'est vraiment des entreprises spécialisées qui vont faire ce travail, car il faut vraiment maîtriser l'hygiène du processus. Alors nous sommes toujours en compagnie de Jonas Porcher. Jonas, tu nous as présenté ton cousin, hein, Vincent. Et, pour toi, la viande, tu me parlais sur le chemin magique qui a duré 1 seconde et demie pour venir ici à Carouge. Tu me disais la viande doit être maturée. Ça, c'est un phénomène de mode. Maintenant, les gens commencent à comprendre un peu ce que c'est que la maturation. Alors, c'est sûr que pour moi, c'est important pour la qualité du produit final de rassir nos carcasses. C'est pour ça aussi, comme je l'évoquais avant à Thierran, qu'on vise une qualité d'engraissement et une qualité de carcasse et de couverture graisseuse importante pour justement laisser rassir les morceaux plus longtemps et pour avoir un persillage et une tendreté du produit final qui se démarque de la concurrence, mais surtout qui se démarque par sa qualité. Alors tu parlais du persillage, vous mettez du persil sur la viande, c'est quoi le persillage? Le persillage, ça vient des fibres et des grains intermusculaires qu'on peut retrouver dans la viande. La graisse intramusculaire, c'est important d'en avoir, mais je crois que c'est pas indispensable dans tous les morceaux. Il y a des morceaux qui contiennent pas de graisse intramusculaire, ça veut pas dire qu'ils sont pas bons. C'est exactement ça, c'est d'où l'intérêt de valoriser ces morceaux et de réapprendre les gens à les cuisiner ou de les transformer avec d'autres recettes artisanales comme on le fait nous. Alors éclaircissons ce problème très complexe de la maturation de la viande, hein, parce que beaucoup de gens en parlent, mais finalement peu de gens comprennent ce processus. La viande contient du glycogène, c'est ce qui la renferme, ce qui lui donne sa structure. Le gaz carbonique contenu dans le sang, donc dans la viande, a la particularité de dissoudre, de transformer ce glycogène en acide lactique. Et la viande c'est-à-dire qu'elle devient de plus en plus tendre. Et en parallèle de ça, le fait de mettre la viande en maturation, ça crée un phénomène de séchage de la viande qui concentre les sucres. C'est ça un peu la maturation de la viande, Vincent? Alors oui, la maturation de la viande, quand on va mettre la viande en chambre froide, on va avoir après l'abattage, on a une descente de pH qui va entraîner la maturation de la viande et un effet des protéases qui vont détruire les protéines et ce qui va attendrir la viande. Donc en fait, la viande devient plus tendre. Ça veut dire que finalement, cette viande qu'on achèterait en grande surface, dans une superbe barquette en Sagex, dont le prix est certainement inclus dans le prix de la viande, on n'aura pas chez le boucher ce petit Kleenex entre la viande et la barquette qui fera qu'on va jeter en fait quelque chose de non réutilisable. Enfin, le Kleenex sous la viande, on ne le réutilise pas. Cependant, il est gorgé de sang et d'eau, qu'on appelle l'exudat, hein, et qui est en fait le phénomène d'avoir tranché la viande en avance. Ça veut dire qu'acheter la viande chez un boucher, si on achète 100 grammes de viande, on va manger 100 grammes de viande. Alors que peut-être quand on achète une barquette de viande avec une tranche dedans, on risque d'en manger peut-être un petit peu moins parce que le poids initialement sur l'étiquette se retrouvera en infime partie, certes, mais quand même en petite partie, sous forme liquide dans ce Sagex qu'on va jeter à la poubelle. Et je le rappelle, poubelle que l'on va payer une deuxième fois. C'est juste ? Bien sûr, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné avant. Pendant la maturation, on a aussi une perte d'eau de la viande. Donc une concentration du goût. Et une transformation du goût aussi, bien sûr. Il y a des races de viande, des races de bovins, par exemple, pour parler du bovin, qui se prêtent plus à la maturation de la viande que d'autres? Pour répondre à cette question, c'est vrai que les races à viande sont déjà plus adaptées pour avoir des charnures et des couvertures graisseuses qui vont favoriser le rassissement derrière. Nous, on a choisi de travailler avec la race Angus et Salers à l'heure actuelle qui correspondent bien à ces objectifs et puis à une maturation de la viande très intéressante.
Par rapport à cette viande, Vincent, est-ce que toi, tu sens aussi un changement chez le consommateur? Toi qui es sur le front, hein, vous allez au marché avec votre petite remorque qui est superbement bien équipée d'ailleurs. Est-ce que vous sentez des changements dans les demandes des consommateurs? Alors oui, on voit que le consommateur se rapproche vraiment des produits locaux. Ils veulent savoir d'où vient la viande, comment elle est transformée. Et puis ça, je pense que c'est vraiment quelque chose, un plus qu'on peut leur apporter aujourd'hui. Je reviens à cet abattoir, c'est pas tous les jours qu'on a le droit de rentrer dans un abattoir. Je me sens un peu privilégié aujourd'hui. On parlait du respect de l'animal, c'est-à-dire de traiter, d'utiliser le maximum de ce que nous a finalement sacrifié l'animal. Hein. Il y a même certaines civilisations comme les Inuits qui demandent pardon et qui remercient l'animal avant de le tuer. On ne va pas tomber peut-être jusque-là dans une sorte de névrose, mais on dit de rationaliser, de tout utiliser dans l'animal. On a parlé des abats, mais tu disais qu'avant, on étourdissait l'animal et on le saignait. Ce sang, on en fait quoi? Alors le sang, on peut faire du boudin. Mais est-ce que tu en fais, toi, du boudin? On en fait plutôt à la période d'hiver, boudin à la crème. Que vous envoyez dans le Jura pour la Saint-Martin, c'est ça? Non, alors ça, c'est tout vendu localement chez nous. Ok. Et c'est un produit qui part très bien, on a beaucoup de demandes. Et ça revient de plus en plus. Il me semble qu'un temps, on a boudé ces produits-là. On était plus sur des filets, des contrefilets, des steaks. Et maintenant, de plus en plus, il y a une demande des consommateurs. Oui, je pense qu'on revient gentiment à ces produits et puis c'est une très bonne chose. Ouais. Il faut, comme je disais avant, il faut pousser nos enfants à découvrir tous les produits qu'on peut produire. Par rapport à cette maturation de la viande, Jonas, je reviens un peu vers toi, vers vous deux, hein, parce que vous avez certainement votre avis chacun. Une viande qui a été maturée, c'est-à-dire qui a subi ou eu la chance d'être rentrée en maturation, ça dépend des animaux aussi. Hein. Je pense que l'agneau, le bœuf, le veau et le porc ont différents timing, à différents temps de maturation, mais grosso modo, pour la viande de bœuf, par exemple, il faut combien de temps pour manger un steak qui a un goût de steak et qui a été maturé sur l'os? Alors, chez nous, pour vraiment essayer d'avoir une viande la plus savoureuse possible, pour notre clientèle, on laisse 3 à 4 semaines en moyenne les carcasses arrière pendues. Donc tous les bons morceaux, les aloyaux dont tu parlais avant. Mais pour le consommateur un peu néophyte ou un peu suspicieux qui se dit ouais mais moi on me vend de la viande 3 semaines ou 4 semaines, je me rends pas compte, je suis pas un professionnel. Quels sont les critères organoleptiques, c'est-à-dire visuels, d'odorat, etc., mais surtout visuels, permettant au consommateur de comprendre si une viande est rentrée en maturation ou pas, et a vraiment été maturée ou pas? Comment on peut voir ça? Alors visuellement, on aura déjà la couleur de la viande. Il ne faut pas que la viande soit rouge disco, c'est ça? Voilà, elle va être un peu plus foncée que de la viande toute fraîche. On aura aussi la graisse qui va évoluer, plutôt un peu jaunâtre, mais on a un léger rancissement. Et puis l'odeur aussi. Et puis l'odeur, bien sûr. Il faut que ça sente la viande, pas le plastique ou pas rien du tout. Je veux dire, la viande, ça doit avoir l'odeur de viande, hein, c'est ça? Exactement. Et on va après surtout le voir à la cuisson, comme on l'a dit avant, avec une perte d'eau qui sera vraiment minime sur une viande qui a été bien maturée. Alors on sait que dans la boucherie, hein, c'est un milieu un peu à part. Moi j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir à Nice, dans une boucherie artisanale, découvrir ce monde de la boucherie qui ne m'a jamais lassé. On a les petits trucs de boucher, même je me rappelle que l'araignée, qui est l'os, qui est la pièce de viande située dans l'os de la clé chez le veau, on l'appelle la pièce du boucher. Est-ce que toi, tu as ta pièce de boucher, le petit morceau que tu sais que tu vas peut-être pas vendre, ou que tu gardes pour toi? Allez, lâchez-vous, dites-nous les gars. La pièce chaude. Ah oui, bien sûr. Alors nous, on a une petite tradition ici au village. C'est que quand on fait une bête pour un agriculteur du village, on garde ce qu'on appelle la pièce chaude. C'est-à-dire qu'elle est à température, quoi? Non, la pièce chaude, c'est sur le diaphragme de l'animal, la partie centrale. Et pourquoi vous la gardez pour vous? Parce qu'elle est peu présentable, mais elle reste bonne? Alors, c'est un morceau qu'on ne vend généralement pas. À cause de son aspect? À cause de pas forcément son aspect, mais il demande un petit peu de travail à préparer. Donc, tu es conscient que depuis ce podcast, tu ne vas plus avoir de pièce chaude pour toi, parce que tous les auditeurs vont te piquer ton morceau maintenant. Il faudra qu'ils viennent en soirée privée avec nous pour pouvoir déguster. Ah, les soirées privées avec de la pièce chaude, tout un programme, hein, je pense. Donc cette pièce chaude, tu disais, c'est le diaphragme. Et quand tu vas la préparer, alors une petite recette pour nos auditeurs. Une petite recette, alors simple avec ail, oignon, persil. On fait suer l'ail et les oignons. Là. Un peu de beurre, on fait suer. Et vraiment après cuisson minute. Ah, la viande, la pièce chaude coupe un petit morceau?
En petits morceaux, un peu comme un émincé de bœuf. Comme un émincé, c'est-à-dire un petit morceau d'1 cm sur 5, à peu près, puis tu fais suer ça. C'est une longue cuisson ou pas, la pièce chaude? Non, c'est plutôt une cuisson minute. C'est une cuisson minute, c'est une cuisson courte, c'est une viande tendre. C'est assez fréquent ça, hein, quand même, chez les animaux, il y a des morceaux qui sont tendres, mais qui ne sont pas présentables, qu'on n'arrive pas à vendre. D'où peut-être chez le boucher ces promotions ou ces propositions de vendre des émincés minutes ou des sautés minutes. Exactement, alors vraiment chaque morceau a sa spécificité. On aura par exemple un émincé minute ou un émincé à mijoter. Okay. Et là aussi, je pense que le consommateur doit aussi avoir un apprentissage à faire pour la préparation de ces morceaux. Alors maintenant tu nous as mis l'eau à la bouche, je crois qu'on va passer à la 3e partie de ce reportage, c'est-à-dire une petite dégustation autour d'un brasero, c'est ça? C'est ça, le feu est en train de chauffer. Exactement, ouais. Pour la suite, on va vous faire découvrir quelques-uns de nos produits phares, nos recettes artisanales et puis nos différents types de viande, que ce soit directement de la ferme ou aussi le gibier vaudois dont on vous parlera un petit peu plus tard. C'est maintenant vous qui nous écoutez que vous allez être complètement frustrés parce que nous on va se taper la cloche. Voilà les gars, on arrive au terme de ce podcast. S'il y avait un produit que vous aimeriez mettre en avant, que vous aimeriez retenir chacun, puisqu'on dit chaque fois une personne, un produit, alors exceptionnellement dans cette chronique, on va en garder 2. On commence par toi. Alors pour moi, ça serait une autre côte parisienne, bien rassie, d'une de mes bêtes Salers. Très bien. Puis toi Vincent? Alors pour ma part, en tant que chasseur, ce serait la saucisse à rôtir de sanglier vaudois, qui a ce petit côté sauvage. Sanglier que tu élèves, bien sûr, puisque c'est un sauvage. Non, alors nous avons un contrat avec le canton où on va commercialiser tous les sangliers qui sont issus des tirs de gardiennage par les gardes-faune. Un contrat aussi avec les automobilistes qui shootent un sanglier toutes les 2 semaines sur la route de Berne, non? Non, alors ceux-là, on peut malheureusement pas les commercialiser. Un label là derrière? Alors oui, alors nos produits sont labellisés Vauplus certifiés d'ici. Et donc, on peut vous retrouver où pour ceux qui aimeraient venir à votre rencontre? Alors vous pouvez nous retrouver chaque semaine le mercredi et le samedi au marché de la Riponne à Lausanne, le vendredi après-midi au marché du Parc de Milan également à Lausanne, dans une autre région sur la Riviera le mercredi en fin de journée à Journy et une fois par mois au marché de Saint-Pré au bord du lac. Et puis pour compléter un peu ça, d'ici cet automne, nous aurons notre propre point de vente dans la région, dans notre région du Jura, à Forel-Lavaux. Fantastique, il n'a rien oublié Vincent? Je crois que c'est tout bon. La dégustation à présent. Place à la dégustation. Allez, on y va. Nous sommes autour d'une assiette bien garnie. De quoi s'agit-il comme produit? Parce que c'est quand même des produits atypiques. Alors ici, on a des tranches de cou de porc. Le cou de porc qui a la particularité d'être quand même une viande entremêlée, donc avec un petit peu de graisse intramusculaire, donc une viande juteuse et qui est quand même assez tendre. Moi, c'est ma partie préférée dans le cochon. Exactement, la graisse qui transporte les saveurs, ouais. Qui est très important. On a ensuite une merguez de bœuf. Ah bon? Pur bœuf. Et pourquoi une merguez de bœuf? Alors ça, c'est un choix, c'est pur bœuf, parce que l'agneau ne plaît pas forcément à tout le monde. Et le bœuf est quand même relativement gras, donc on arrive à avoir un peu de gras parce que c'est merguez. On arrive à avoir un petit peu de graisse, mais c'est quand même un produit qui est beaucoup moins gras que la merguez d'agneau. Et là, on a ensuite une saucisse de porc tandoori, épices indiennes. Et ben voilà, c'est terminé. Merci à vous deux de nous avoir reçus dans le Jura, canton de Vaud, ne l'oublions pas. On vous retrouve pour d'autres podcasts de Régio Garantie et on vous souhaite un bon appétit. C'était Parlons Terroir, un podcast amené par Régio Garantie. Retrouvez-nous sur Spotify, YouTube et toutes les autres plateformes de podcast. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Alors, croquez la vie à pleines dents. Enfin, si vous avez des dents, hein.